Bonjour à tous, et quoi penser du PEE, du plan épargne entreprise? Est-ce un cadeau fiscal, une arnaque ou les deux? Voilà, je vais répondre à cette question en vidéo. Petit rappel, je suis qu'un particulier qui documente son parcours en investissement et les décisions que je prends ne concernent que moi. Voilà, chaque personne a son horizon de temps d'investissement, sa situation personnelle, son caractère, donc je ne peux pas vous conseiller, je vous le rappelle. Alors qu'est-ce que le PEE? C'est le plan épargne entreprise, et pourquoi ne pas prendre l'argent en cash? Tout simplement à cause de la fiscalité. Parce que si vous retirez directement l'argent que vous recevez sur un PEE, et bien si c'est inférieur à 5 ans, et bien il y aura l'impôt sur le revenu, 30% dans mon cas. Et bien sûr, il y a des tranches, c'est à vous de voir. Et l'avantage du PEE, c'est que si cet argent est bloqué 5 ans ou plus, alors là, vous êtes exonéré d'impôt sur le revenu, mais il y a les cotisations sociales à 17,2 à payer. Donc à ne pas oublier. Alors que devient l'argent dans le PEE? L'argent est bloqué 5 ans, sauf des exceptions, on verra plus tard. Il est investi dans des fonds pour tenter de le faire fructifier. Je vous rappelle que tout investissement comporte une perte. Alors que se passe-t-il après 5 ans? Tout simplement, plus-value est soumise aux prélèvements sociaux 17,2 et vous ne payez plus l'impôt sur le revenu. Mais attention, ce n'est pas comme le PA où vous l'ouvrez, vous prenez date et au bout de 5 ans, vous ne payez que les prélèvements sociaux. Non, il y a une histoire de roulement des années, tout simplement, ou plutôt quand l'argent arrive, vous achetez des parts et ces parts, en fait, au moment où elles sont vendues, inférieures à 5 ans ou supérieures à 5 ans, alors vous avez sur l'impôt sur le revenu, oui ou non. Il est important de savoir qu'il existe aussi des cas inférieurs à 5 ans où il n'y a pas de pénalité. Donc c'est l'achat de la résidence principale, ça peut être pour un mariage ou un PACS, la naissance ou l'adoption d'un troisième enfant, ça peut être aussi la création ou reprise d'entreprise, et enfin les points négatifs dans lesquels vous pouvez toucher à cet argent sans avoir de pénalité, c'est quand il y a un divorce ou un décès pour ce salarié. Il peut y avoir des cas aussi de surendettement, de fin de contrat de travail, mais bref, il y en a plusieurs et je vous mettrai le lien de économie.gouv, voilà, le ministère de l'économie qui précise tous ces cas sont régulés par le code du travail, vous irez voir par vous-même. Voilà, maintenant on va comparer le PEE à plusieurs enveloppes fiscales. En tout cas, le cas le plus nominal, le compte titre ordinaire. Voilà, c'est vous achetez des actions, des ETF, des bons du trésor ou autres. Les événements fiscaux, ils sont assez simples. Réception de dividendes, d'obligations ou autres. Mais si quand vous faites une cession d'actifs et qu'il y a plus-value. Donc vous payez par exemple 30%, qui est mon cas. Et ces 30% sont décomposés en fait de cette façon. 12,8% d'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux. Ce qui se rapproche le plus du PEE, donc du plan épargne entreprise, ça serait le PEA, le plan épargne en action. La condition pour ouvrir un PEA, c'est juste d'être résident français et d'avoir plus de 18 ans. Vous l'ouvrez, vous prenez date, c'est-à-dire vous faites votre premier versement dans cette enveloppe fiscale. Sachez que les événements fiscaux sont quand vous rapatriez des fonds depuis cette enveloppe vers un compte courant qui vous appartient. Voilà, si vous n'avez pas retiré d'argent depuis 5 ans, et ben vous n'avez que les prélèvements sociaux à 17,2 et ce de façon indéfinie, c'est-à-dire qu'au bout de 10 ans, vous pouvez par exemple acheter des actions, 2 ans plus tard vous les revendez, il y a une plus-value et cette dite plus-value, vous voulez l'utiliser, vous la mettez sur un compte courant, ben vous ne payerez que 17,2%. Voilà, c'est un peu plus complexe, mais j'essaye de vulgariser. Là où le PEE, pareil, c'est 17,2, mais il y a cette histoire de roulement en fonction des années que j'ai oublié de présenter, mais aujourd'hui, on est en 2025. Alors, si je veux utiliser cet argent qui aurait fructifié après 5 ans, il faudrait que j'attende de 2030 pour ne payer que 17,2% de cotisation sociale. Et pour rappel, contrairement au compte titre ou au PEA, en fait, l'argent est bloqué pendant 5 ans sur le PEE. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas y accéder sauf cause exceptionnelle. Voilà, c'est au moment d'acheter les parts où vous dites non, je rapatrie l'argent sur mes comptes courants ou plutôt je les place dans un fonds de placement. Alors sachez aussi que dans mon cas, c'est une prime de participation qui est faite tout simplement sur le bénéfice de l'entreprise et c'est au prorata de mon poids face à la masse salariale globale de l'entreprise. Et sachez que déjà dans les deux cas, il y a en fait la CSG CRDS qui est prélevée. Donc par exemple, si j'aurais dû toucher 1106 € directement de prime, en fait il y a 106 € qui vont directement à l'État via la CSG CRDS et il n'y a que 1000 € qui peuvent être investis. Donc pour toute la suite de la vidéo, je vais prendre 1000 €. Voilà, je ne sais pas combien vous avez touché de prime, je ne sais pas combien je vais toucher de prime, peut-être que je le sais, enfin bref. Mais voilà, pour la suite de la vidéo, on va prendre les 1000 €. On va dire que ces 1000 €, je ne veux pas les bloquer pendant 5 ans, j'en ai besoin, et ben je suis soumis à l'IR, l'impôt sur le revenu. Voilà, dans mon cas, je suis sur la tranche des 30%, donc ces 1000 €, si je devais les toucher, les 1000 € qui sont là, ça ferait 700 €. Après, ça dépend aussi de votre situation familiale, peut-être que voilà, vous avez des enfants ou autres, et vous êtes plutôt dans la tranche des 11%, donc ces 1000 € seraient 890 € directement sur votre compte en banque. Et j'ai oublié de le dire, mais dans mon cas, il n'y a pas d'amendement ou autre. Sachez que votre entreprise peut verser, je crois, jusqu'à 3600 € en plus. Aussi, voilà. Aussi, je vais commencer à définir des termes ETF et l'étude SPIVA. Alors, qu'est-ce qu'un ETF? C'est un fonds d'investissement coté en bourse qui reproduit la performance d'un indice boursier. Par exemple, le CAC 40 pour la France, le S&P 500 pour les États-Unis. Vous avez aussi, par exemple, l'Euro
l'Eurostock 50, l'Eurostock 600, qui est tout simplement l'indice boursier de l'Europe. Pas au sens Union Européenne, mais vraiment Europe. Il y a par exemple la Suisse, la Grande-Bretagne, en plus de l'Allemagne, la France ou autre. Voilà, votre indice, c'est ce que fait Labo et vous essayez de le battre. Sachez qu'il y a l'étude Spiva, qui est une analyse annuelle qui compare la performance des fonds actifs aux indices boursiers. Donc par exemple, dans notre cas, ça pourrait être HSBC versus un indice boursier comme le CAC 40, l'Eurostock 600. On verra après les produits et elle montre que la majorité des fonds actifs font moins bien que les indices sur le long terme. Vous ne croyez pas? Eh ben on va aller les voir. Et de toute façon, pareil, le lien sera en bas dans la description. Voilà, on se retrouve sur l'étude. Voilà, on se retrouve sur l'étude Spiva. C'est par pays ou zone géographique. Nous, on va prendre le cas de l'Europe. On va mettre par exemple sur un an. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un indice, par exemple là, j'ai pris l'Eurostock 50, les 50 plus grandes capitalisations boursières du continent européen. Et bien par exemple, sur une année, vous avez les performances. Quand c'est en vert, voilà, c'est dans le positif. Quand c'est en rouge, c'est dans le négatif. Et on voit que par exemple, l'Eurostock 50 en 2024 a fait 11%. En 2023, il a fait 22%. Et par exemple, en 2022, il a fait quasiment moins 10%. Donc que doit faire un gestionnaire de fonds qui veut battre le marché? Et bien il a le droit, il a accès entre guillemets à ses 50 actions. Il fait ce qu'il veut, mais son but, c'est de battre l'indice et de se rémunérer au passage via des frais. Si je retourne sur l'étude Spiva, bon là c'est un indice différent, c'est le S&P Europe 350, mais qu'importe. Et bien 84% des gérants de fonds sous-performent l'indice. Et on peut se dire, c'est sur un an, il prévoit sur 4, 5, 6, 7 ou 8 ans, et ben non, plus on augmente la durée, plus il sous-performe. Par exemple là sur 3 ans, c'est 95% quasiment. Et sur 10 ans, en Europe, c'est 92,07%. Donc voilà, et on pourrait se dire, c'est juste en Europe, mais par exemple si je prends le S&P 500, les 500 plus grosses capitalisations boursières aux États-Unis, et ben on voit que sur l'année en cours, 65% des fonds sous-performent le S&P 500, et même sur 15 ans, c'est quasiment 90%. Il y a une notion de gestion active ou passive, c'est-à-dire soit vous achetez l'indice via des ETF pour répliquer tout simplement l'indice bêtement sans réfléchir, soit il y a des fonds de gestion qui essayent de tout simplement battre l'indice et dans 90% des cas, ils n'y arrivent pas. Voilà, on se rend juste sur Just ETF, un site qui permet d'analyser les ETF. Voilà, on va aller voir celui-ci juste par curiosité, c'est l'Eurostock, voilà, c'est l'iShares Score Eurostock 50 accumulatif, c'est-à-dire que les dividendes ne sont pas directement versés sur votre compte courant ou votre PEA, ils sont directement réinvestis dans la part. Et on voit que pour cet ETF, depuis sa création en 2010, voilà, c'était en janvier 2010, l'ETF a fait plus 194%, quasiment plus 200%, c'est-à-dire 1 x 3. Pourquoi je vous parle des ETF, des fonds indiciels? Tout simplement, je vais le comparer à des fonds institutionnels, ou plutôt les fonds sur lesquels je peux investir. Par exemple, c'est des HSBC. Voilà, c'est des fonds qui sont gérés par HSBC, une grande banque d'investissement. Et vous voyez qu'il y a plusieurs classes d'actifs comme actions, mixtes, et il y a aussi monétaire et obligataire. Alors pour faire simple, je vous ai fait un petit tableau, bien sûr, c'est juste pour vulgariser, hein. Je rappelle, je suis un conseiller en rien. Des actions, c'est tout simplement investir dans des entreprises pour viser plus de rendements plus risqués, entre guillemets. Donc par exemple, ça peut être LVMH, la Française des Jeux, mais aussi international, ça peut être aux États-Unis Google, en Allemagne SAP ou en Italie par exemple Ferrari. Donc une action, il faut bien comprendre que vous achetez une part de l'entreprise et tant que vous ne la vendez pas, vous êtes actionnaire de cette entreprise. Après que cette entreprise verse des dividendes ou autre, c'est une autre question, ça dépend des politiques internes à l'entreprise pour les comparer avec des obligations qui sont des prêts d'argent, donc qui ont des intérêts, un montant et une durée dans le temps. Donc c'est-à-dire quand vous arrivez à terme de votre obligation, vous récupérez vos sous, plus les coupons qui ont été distribués, si bien entendu l'entreprise entre-temps ne fait pas faillite ou l'État ne fait pas faillite. C'est pour ça que généralement les obligations sont considérées comme étant moins risquées et vous avez quelque chose qui est encore moins risqué, c'est le monétaire. Alors qu'est-ce que c'est le monétaire? Pour faire simple, c'est tout simplement un placement sécurisé à court terme avec un très faible rendement et généralement c'est inférieur à l'Ester, c'est l'euro short term rate et c'est défini par la BCE. Je vous mettrai aussi le lien en bas dans la description et l'Ester tout simplement et il rémunère actuellement entre 2,1 et 2,2% de façon annuelle, même si c'est du court terme. Voilà, et enfin vous avez le mixte, donc c'est un ensemble de tout ça. Donc on se retrouve sur le site de Natixis. Donc cette différence entre actions et obligations, vous le voyez avec le niveau de risque. Par exemple les actions qui sont plus risquées, après ça dépend ce qu'on sélectionne bien sûr, on voit que par exemple c'est à 4 sur 7, de l'obligataire c'est à 2 sur 7 et du monétaire c'est à 1 sur 7. Déjà, premier point négatif, il n'y a pas de 7 sur 7. Voilà, quand on me donne une plage, j'aime bien avoir entre guillemets les deux extrêmes pour bien me repérer. Mais qu'importe, pour cette étude, on va faire autrement. On a les performances annuelles, ou plutôt sur 1 an, 3 ans ou 5 ans. Et je vais mettre sur 5 ans pour avoir quelque chose de lissé. Et pareil, je vais prendre la meilleure performance et je vais comparer tout simplement ce fonds, un ETF MSCI World ou un ETF S&P 500 sur PEA ou sur compte titre. Alors c'est la première fois que je participe aussi à un plan épargne entreprise. Et ce qui m'a étonné, c'est les horizons de placement. Sachant que votre argent est bloqué
acheter 5 ans. Alors certes, il peut y avoir des cas exceptionnels comme l'achat d'une résidence principale. Voilà, ça se planifie, ça on se dit par exemple dans 3 ans, on veut acheter CRP, mais vous avez par exemple des horizons de placement à 5 ans, 4 ans, 3 ans et même un jour, quand c'est du monétaire, c'est du court terme par exemple. Alors aussi, je vais vous introduire la notion de part. Qu'est-ce que la part? En fait, tout simplement, c'est si vous voulez vous exposer à ce fonds, quelle est la valeur minimale qu'il vous faut pour avoir une quantité de 1, il vous faudra 24,38 €. Après voilà, si vous avez une prime de 1000 €, ça va assez vite. J'arrondis à 25, ça fera environ 40 parts. Et c'est la même chose par exemple sur les ETF. Celle-ci est à 193 € environ à l'heure où je vous parle. Mais bref, ça n'a pas trop d'importance. Je voulais aller voir le fonds. Laissez-moi retrouver. Voilà, il faut aller sur identité, classe d'actifs. Déjà, j'étais étonné parce qu'en fait, quand ils disent classe d'actifs, c'est qu'il y a au moins 60% qui sont en actions et le reste, en fait, ça va être du monétaire ou de l'obligataire. Donc voilà, si vous voulez aller voir des informations, vous cliquez sur réglementaire, là, document d'information clé, vous téléchargez le PDF et là déjà, première surprise, vous ouvrez le PDF. En fait, vous avez juste une redirection vers un lien. Voilà, et là, vous arrivez sur le site officiel de la HSBC et vous voyez bien que c'est le HSBC ISR Action. Alors déjà, qu'est-ce que c'est l'ISR? C'est juste une norme, c'est pour des critères en fait environnementaux, sociaux et de gouvernance de l'entreprise. Donc par exemple, ça va exclure des boîtes comme Total ou autre. Mais c'est pas la question, est-ce que c'est un bon fonds? Est-ce que la performance est bonne ou autre? Et on va aller voir ça de suite. Mais juste avant, je vais vous montrer les frais. Alors voilà, vous voyez les frais, ils sont juste astronomiques. Je vais vous les expliquer, ils sont juste énormes. Le TER, il est de 1,15%. Alors qu'est-ce que c'est que ces frais? C'est le montant que va prélever la HSBC sur chaque part et ce de façon annuelle. On va dire que la part, elle est à 100 € toute l'année de façon moyennée, ce sera plus simple. Et le TER, c'est ce que va prélever tout simplement la HSBC chaque année. Donc c'est 1,15%. Donc sur 100 €, ça ferait 1,15 €. Et si je prends le cas un peu simpliste, la performance est de 0. Vous avez 100 € au 1er janvier. Et à la fin de l'année, au 31 décembre, vous aurez 98,85 €. Parce qu'il y aura 1,15 € qui aura été prélevé par la HSBC. Voilà, j'ai pris un ETF au hasard, un Amundi qui pareil indexé en euros SRI, donc ESSG, et qui lui, par contre, est distribuant. Non, il est capitalisant, parfait, j'avais pas vu, c'est le C qui est juste ici. Et par exemple, le TER est de 0,14%. Donc il y a quasiment plus de 1% de différence, c'est énorme. Donc pour la même part, sur ces 100 € au 1er janvier, par exemple, à la fin de l'année, vous aurez 99,86 €. Voilà, et ensuite vous avez aussi la commission initiale maximum. Alors ça dépend aussi des boîtes, mais en fait c'est ce que va prélever tout simplement la HSBC quand vous allez investir via leur fonds. Donc là on va prendre la prime de 1000 €. On va dire ok, j'ai mes 1000 € de façon annuelle de prime, je veux les placer. Et en fait il y aura que 985 € qui seront placés et qui travailleront directement pour vous. Si vous voulez voir dans quoi vous investissez, il suffit en fait tout simplement de descendre et de voir à quoi vous êtes exposé. On voit qu'à 20% c'est quasiment l'industrie, puis la finance et enfin la consommation discrétionnaire. Et niveau sectoriel, vous êtes majoritairement exposé à l'Union européenne. Vous voyez 30% France, 17% Allemagne, 16%, quasiment 17% Pays-Bas, 8% Espagne. Il y a un peu d'États-Unis tout simplement parce que des boîtes ont des sièges sociaux en Irlande. Au niveau des boîtes, qu'est-ce que c'est? C'est Iberdrola, c'est tout simplement du financier, SAP qui est tout simplement une couche logicielle, Schneider, vous devez connaître, Kering, AXA, Publicis, voilà des boîtes françaises. Et si vous voulez le détail, il faut aller juste simplement dans cet onglet détail. Là, je vais pas tout le faire, je vais juste vous le présenter, ou plutôt l'audit qui a été fait par KPMG. Toutes les entreprises qui sont possédées par ce fonds, en fait, sont listées ici. Mais bon, il y a pas grand-chose d'intéressant. Mais ce qui nous intéresse de savoir, c'est est-ce que ça bat un ETF S&P 500 ou un MSCI World? Parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup de frais comparé à un ETF ou autre. Et je vais vous le dire de suite. Donc voilà, malheureusement, la mesure commence qu'en 2018 et on voit qu'en fait, en bleu, là, le bleu sombre, c'est tout simplement le fonds dans lequel vous investissez. Donc il se fait exploser tout simplement. Il n'arrive même pas à suivre son indice ou son benchmark. Et d'ailleurs, je ne vous l'avais pas montré, mais les performances sont directement mises sur le site de HSBC. Voilà, il faut juste descendre en bas et en fait là, vous avez le diagramme. Donc en vert, vous avez le fonds, c'est-à-dire la performance dans quoi vous investissez. Et en bleu, vous avez le benchmark, c'est-à-dire votre référence. Pour faire simple, c'est comme si il y a le coach de l'équipe de France qui est le benchmark, qui arrive à faire des performances. Voilà, France au foot arrive à finir au classement FIFA par exemple 5e, 3e, 10e, je ne sais pas. Et vous vous dites, ah non, moi je suis un meilleur gestionnaire de football. Pareil, j'ai le droit de sélectionner dans le même indice, et j'ai le droit de sélectionner dans toute la France des joueurs et je vais essayer de faire mieux. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils font moins bien. On le voit en 2024, en bleu, le benchmark fait 9,5%, là où en vert, ça fait 8,3%. Pareil en 2023, quasiment 19% pour le benchmark, 14% pour le fonds. Pareil, ça passe en négatif. Là, il faut être le plus proche de zéro possible. Benchmark, moins 12,5%. Le fonds, moins 15%. 2021, le benchmark fait plus 22%. Le fonds fait moins 18%. 2020, petit crack du Covid. Là, ils battent l'indice, ils battent plutôt leur benchmark. Mais en 2019, ils n'arrivaient pas à faire mieux. En 2018, pareil, ils faisaient pire. Et enfin, il faut remonter à 2017, 2016 ou 2015 pour avoir des performances supérieures au benchmark.
benchmark. Donc ces performances font directement en fait écho à l'étude Spiva et on voit qu'en fait que battre un indice, et c'est pas si simple que ça, et c'est pour ça que les ETF sont de très bel outil. D'ailleurs c'est pour ça que j'investis sur les ETF via DeGiro, un courtier solide qui me permet de construire mon avenir avec des frais bas, 1 euro par ordre sur une sélection d'ETF. Voilà, un courtier solide où je peux hypothéquer mes actions pour faire de l'emprunt, on en parlera plus tard. Mais si vous voulez profiter tout simplement d'un courtier comme DeGiro, vous pouvez utiliser en bas mon lien d'affiliation. Vous aurez jusqu'à 100 euros de frais de courtage qui vous seront remboursés. Et si vous ne me croyez pas, j'en ai fait une vidéo démonstration qui s'affiche juste au-dessus là, vous avez juste à cliquer dessus. Enfin bref, on retourne à l'indice et on va voir la performance. On voit qu'en fait sur 7 ans, l'indice a fait 35%, là où le MSCI World a fait 70% et le S&P 500 a fait 97%, plus 100% quasiment, c'est-à-dire a quasiment doublé de taille. C'est-à-dire pour une part achetée il y a 7 ans qui répliquait le S&P 500 à 100 euros, aujourd'hui vous aurez une part qui vaudrait en plus-value latente 200 euros. Mais du coup, est-ce que c'est rentable d'investir dans ce fonds HSBC ISR Euro via le PEE ou vaut-il mieux retirer son argent, payer par exemple l'impôt sur le revenu, l'investir et au même moment le retirer via les ETF MSCI World ou S&P 500? Alors j'ai fait un petit tableau récapitulatif. Première colonne à gauche, l'enveloppe PEE, plan épargne d'entreprise. Deuxième ligne, plan épargne en action avec ETF MSCI World ou ETF S&P 500. Avec en bleu l'ETF MSCI World et en jaune pâle l'ETF S&P 500. Et enfin, troisième ligne, le compte titre, le CTO, et pareil, même produit, ETF MSCI World et ETF S&P 500. Bon, donc sur la première ligne, le montant initial serait 2000 euros, même si elle est 1,5% de frais. Voilà, il faudrait retirer 15 euros, peut-être qu'on fera le calcul après, mais c'est pas le plus important. Une performance de 35% sur 7 ans, ça fait un montant brut de 1350 euros. Plus-value, elle est simple, c'est le montant total moins le montant investi, donc 1350 moins 1000 égale 350. Qui sera retenu, c'est la CSG, les 17,20%. Voilà, soit un impôt ou un prélèvement de 60,20 euros. Voilà, cette somme n'ira pas dans votre poche. Et du coup, la plus-value nette, elle est de 289,80 euros. Soit au final, un montant total de 1289,80 euros. Et vous voyez qu'en fait, dans la dernière colonne, cette valeur bat toutes les autres. Alors honnêtement, je suis un peu étonné, je m'attendais pas du tout à ça. Après, il faut dire que voilà, je pense que je suis dans la pire des tranches d'imposition. Donc, est-ce que le PE est une arnaque ou un cadeau fiscal? Je pense que c'est pas une arnaque fiscale, mais c'est une arnaque pécuniaire. Voilà, je vous rappelle que cette prime, vous l'avez gagnée à la sueur de votre front. L'entreprise vous la reverse pour votre participation, c'est son nom. Ces 1000 euros, on vous dit, tenez, prenez-les. Par contre, vous les utilisez pas tout de suite, vous attendez 5 ans. Et pendant 5 ans, on va faire travailler cet argent. Donc, il y a des frais dans tous les sens qui vont être prélevés. Voilà, je vous remonte les frais, 1,15% et 1,5%. La performance, je vais aussi vous la remontrer, elle est juste horrible, ça ne bat même pas le benchmark. Et bien, malgré cela, malgré ces deux fardeaux, et bien le PEE bat le PEA et le compte titre. Alors sûrement que la machine à café, vous avez déjà entendu, mais non, il ne faut pas les retirer, il y a l'impôt sur le revenu, c'est vrai, mais n'oubliez pas qu'aussi que pendant 5 ans, il y a l'inflation. Voilà, faites un calcul rapide, inflation de 3%. Voilà, après certes, l'inflation est battue par ce produit d'HSBC, mais je rappelle que c'est quand même celui qui est le plus performant, que cet argent, vous l'avez gagné, mais vous ne pouvez pas l'utiliser tout de suite. Et franchement, longue vie à Nicolas. Voilà, je suis Nicolas, je rappelle que par exemple, j'ai aussi montré les résultats du PE, par exemple MSCI World. En fait, il y a 300 euros qui sont déjà prélevés qui vont directement à l'État. Et même si la performance sur 7 ans est de 70%, aussi pour ceux qui ne le savent pas, performance annualisée du MSCI World entre 8 et 10% de façon annuelle, c'est une moyenne bien sûr, et performance du S&P 500 de façon moyennée entre 10 et 12%. Ok, donc là je vais expliquer aussi rapidement la suite de l'étude. Pareil, le PEA, je rappelle que les ETF c'est du synthétique. Après voilà, c'est des ETF synthétiques. Moi je suis plus fan du compte titre avec des vrais ETF, c'est-à-dire par réplication ou échantillonnage, mais ça ne change pas du tout la performance de l'indice, c'est juste les frais et le risque. Oui, et bien sûr ça change aussi l'impôt qui est encore là. Donc je suis Nicolas et je rappelle par exemple dans le cas, je vais prendre le cas où on paye le moins d'impôts, parce qu'au final vous pouvez appeler ça cotisation sociale, impôts, frais ou autre, c'est de l'argent qui vous est dû et qui n'arrive pas dans votre poche. Et bien sachez que par exemple pour le MSCI World, il y avait déjà 300 euros qui allaient à l'État, vous rajoutez les 84 euros pour une prime de 1000 euros que vous avez fait travailler sur 7 ans. Voilà, c'est vous qui l'avez investi, mais il y a quand même 400 euros qui est pris par l'État. Je trouve ça juste monstrueux à titre personnel. Et encore, je vous rappelle que quand vous touchez cette prime, quand l'entreprise décide de vous verser cette prime, il y a quand même 9,7% qui est aussi pris en CSG CRDS. Que vous attendez moins de 5 ans ou plus de 5 ans, il y aura toujours les 17,2 à payer. C'est quand même assez exceptionnel quoi. En tout cas, j'espère que Nicolas repose bien sur l'ardoise du contribuable inconnu. Paix à son âme.
Après, il y a des cas où ça peut être intéressant. Par exemple, si vous avez des enfants et vous payez que 11% de revenus, voilà. Bah, ces 1000 euros, au lieu de devenir 700 euros dans mon cas, ça deviendrait 890 euros dans votre cas. En passant par un ETF MSCI World et sur le même horizon de temps. Et dans ce cas-là, pour l'investisseur, on aurait un montant final différent et surtout supérieur au PE via HSBC. Il y aurait 1405, quasiment 1406 euros directement dans la poche du salarié qui aurait investi versus les 1290 euros s'il était passé par le PE d'HSBC. Si vous voulez des renseignements sur le calcul, n'hésitez pas à me demander en commentaire, mais je pense que voilà, si vous demandez à une IA, vous lisez un blog, les formules sont assez simples. En plus, ça sera mieux pour vous, il n'y a rien de mieux que de faire soi-même la démonstration pour bien comprendre le problème et savoir le résoudre. Enfin bref, tout ça pour dire que la conclusion, oui, il faut utiliser ce fonds entre les cotisations, les impôts et les frais. Voilà, même si le produit est horrible, mais juste avec la carotte fiscale, ça suffit d'avoir quelque chose de plus rentable. Après, c'est à méditer, ça dépend aussi de votre horizon de temps. Si c'est plus de 7 ans, voilà, je rappelle qu'au fil du temps, l'écart se creuse. Plus on pourrait pousser à 10-15 ans, ça serait encore pire. Par exemple, là, vous avez la performance du S&P 500 depuis, on va dire 2006. Pour 10 000 euros investis par exemple en ETF, ça représenterait 46 000 euros. Pareil, c'est un ETF UBS, c'est un ETF accumulant S&P 500 qui investit directement aux États-Unis. Mais l'indice, c'est pas le plus important. Ce que je voulais vous montrer, c'est que votre prime, c'est pas vous qui en profitez en premier. Et si vous voulez commencer à investir avec des courtiers que j'utilise comme celui de DeGiro, qui vous permettra d'ouvrir votre première position sur ETF de façon sereine et solide, il y a mon lien d'affiliation en bas dans la description. Vous profiterez de 100 euros de frais de courtage directement remboursés. Et sachez qu'aussi qu'avec un courtier comme DeGiro, en fait, vous n'êtes pas obligé de payer les impôts. Enfin, c'est un peu plus complexe, mais vous pouvez emprunter, vous pouvez mettre en collatéral tout simplement. Voilà, je pense pas que vous soyez des feignants et vous comptez arrêter de bosser ou autre. Par exemple, voilà, si vous faites un DCA de 300 euros, on peut supposer que par exemple pendant 6 mois, vous allez le stopper, vous avez besoin de 1800 euros. Vous pouvez emprunter ces 1800 euros. Certes, il y aura des frais d'intérêt par exemple à 5%. Je vois large, le prêt vous coûtera en fait 1900 euros, on va dire. Donc, ce sera un peu plus de 6 mois de DCA. Mais voilà, avec cette technique, tout simplement, par exemple, pour se faire plaisir, pour se payer des vacances ou pour tout simplement financer les études des enfants, voilà, c'est une technique qui peut être très intéressante. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Peut-être que voilà, vous avez un fonds, vous voudrez que je l'analyse, que je donne mon avis. J'ai pas le droit de faire du conseil, mais je peux donner mon avis. N'hésitez pas à me mettre le nom de l'indice directement en bas en commentaire et je vous ferai une petite vidéo. Allez, ciao, bonne soirée à tous.